vais procéder à l'appel. Marie-Dolores Angulo. Elle n'est pas là. Jean-Gilbert Vapsal. Succès. Lynn Baraduc. Jean-Claude Bernard a donné procuration à Mme Meunier. Et Yann Duron a donné procuration à Marie Fortinon. Dominique Cavaillol. Didier Casimajou. Jean-Jacques Châtelier. Présent. Lionel Cholon. Jean-Louis Lamour. Dominique Clavier. Jean-François Daxin. François Dora. Jocelyn Doré. Présent. Mylène Doro. Bernard Réau. Daniel Dubourg. Philippe Dubourg. Laurence Ducos. Dominique Fauvet. Christine Forestier. Pardon. Sur les pouvoirs, Mme Patricia Peigné, tout à fait. Marie Fortinon. Jérôme Gauthier. Présent. Marc Gauthier. Il n'est pas là. Hervé Gillet, je l'ai vu. Michel Latapi est remplacé par Mme Guido Dubreuil. Corinne Loland. Jean-Pierre Manceau. André Massieu. Laurence Meunier. Guy Moreno. Patricia Peigné. Jean-Marc Pelletan. Anne-Marie Conneau. Jean-Claude Pérez a donné procuration à Didier Casimajou. Maggie Perronin. Sylvie Porta. Alain Quérens. Denis Rennes. Jean-Patrick Soulet. Bruno Trény. Et Mathieu Truffat. Écoutez, je vous remercie. Est-ce qu'il y a un secrétaire de séance? Oui, Didier. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est affiché en ce qui concerne effectivement les informations générales. On les affiche, c'est possible. Juste ça, c'est possible là? Bon, c'est pas là. Si c'est pas affiché, c'est pas bien grave. Un conseil communautaire, effectivement, aura lieu le 11 juillet ici à Cadillac. Pour la bonne et simple raison, c'est que nous avons des délibérations en ce qui concerne l'urbanisme, plus particulièrement sur Sainte-Croix-du-Mont. Donc on a décalé un petit peu les choses parce qu'il va y avoir la suppression des conseils communautaires du 12 septembre et du 17 octobre et la programmation d'un conseil communautaire le 26 septembre à Podensac. Il y aura un conseil communautaire le 14 novembre et un autre le 19 décembre pour terminer la fin de l'année à Podensac. 14 novembre à Cadillac, 19 décembre à Podensac. Les bureaux des maires, puisque c'est votre souhait, effectivement, et ça va être effectivement assez dense jusqu'à la fin de l'année. Il va y avoir 4 bureaux des maires. Un le 11 juillet après le conseil communautaire, à 19 h ici à Cadillac. Il y aura un bureau des maires le 12 septembre 2018, donc à la salle d'espace à Podensac. Un autre bureau des maires le 31 octobre, on vous le fera passer, ne vous inquiétez pas. Le 31 octobre 2018 à la salle espace à Podensac. Et un 4e bureau des maires le 5 décembre 2018 à la salle espace à Podensac. Voilà, donc voilà ce qui se passera pour au niveau des maires par rapport effectivement à des points stratégiques que nous aborderons ensemble dans le cadre effectivement de la bonne marche de notre conseil communautaire. La répartition du FPIC. La répartition du FPIC est laissée au droit commun, puisque en commission finance, monsieur le vice-président, au niveau du FPIC, oui. Les choses on a décidé de laisser ça en état. Exactement. Si vous voulez, le résultat, c'est que dans cette attribution du FPIC, la communauté de communes perd effectivement beaucoup d'argent, 46 921 €. Les communes les plus touchées semblent être celles de la rive droite. Je pense que c'est une question assez liée au taux des bases des impositions, parce que vous montez et nous baissons, c'est la rive gauche. Donc je pense, enfin, c'est l'explication qui m'a été donnée.
Voilà, alors de toute façon, si vous voulez, je peux. Vous n'êtes pas destinataire, personne dans le détail. Si vous l'avez envoyé, bon, sinon ça va, c'est pas la peine, président. Donc je vous demande de ne pas partir tout à l'heure après le conseil communautaire trop rapidement, puisqu'il y a des décisions modificatives qui vont être votées, donc il faudra effectivement venir signer. Liste des décisions du président, il y a les DIA, on me demande toujours d'afficher effectivement les DIA, vous les avez reçus, je pense. C'est la voilà, donc si les DIA qui ont été signés n'apportent pas de votre part de remarques particulières, on passe. Ce qui concerne les régies, il y a une régie qui a été mise en place pour la culture et pour ce qui concerne le festival Rue et vous. Ce sont des régies temporaires. Hein. Une régie d'avance, de recettes d'avance pour le pôle social, c'est-à-dire pour les loyers des logements d'urgence. Hein. Il y a eu un avenant là-dessus. Et puis en ce qui concerne effectivement l'achat de la Villa Rosa, quelque part, je ne peux pas signer la DIA et puis aussi signer l'acte de vente, donc une délégation de signature a été faite à Philippe Dubourg pour qu'il puisse signer la déclaration d'intention d'aliéner, de telle manière qu'à un moment donné, écoutez, je ne sois pas jugé parti dans cette affaire, que je ne signe pas la DIA, que je puisse ne pas signer la DIA. Ordre du jour du Conseil communautaire. Bon, premier point, modification du règlement intérieur de la CLET. Il faut effectivement modifier le règlement intérieur de la CLET en fonction effectivement des deux nouvelles arrivées que sont la commune de Cardan et la commune d'Escoussens. Vous avez tous reçu, je pense, le règlement, hein, c'est ça Benoît? Et la petite particularité aussi, pour ne pas y revenir effectivement plusieurs fois dans le cas où on aurait d'autres fois à modifier le règlement de la CLET, de quoi s'agit-il exactement? Juste une reformulation, plutôt que de désigner à chaque fois dans le règlement de la CLET le nom des communes, c'est juste dire que faire référence à la composition du conseil communautaire, qui fait que toute extension de périmètre ou modification du périmètre ne nécessitera pas à chaque fois de redélibérer sur cette clé, en tout cas sur cette mandature, puisque de toute façon, à chaque début de mandature, on réélit, on refait une délibération pour instaurer la clé. Bon, voilà, est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? C'est la première délibération. S'il n'y a pas de remarques, je vous propose de la proposer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Je considère que cette délibération numéro 1 a été adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 2, administration générale, composition maintenant de la CLET. Donc effectivement, comme il y a eu des changements dans la composition du conseil communautaire, il y a lieu effectivement de mettre en place effectivement, de modifier la composition de la CLET pour Barsac, Cadillac, Cardan et Escoussens. On n'a pas eu de réponse pour Loubiac parce que c'était M. Bonneron. C'est pour vous, d'accord, aucun problème. C'est donc ce sera Lionel Cholon et il a. En ce qui concerne Barsac, au niveau de la CLET, il y aura Dominique Cavaillol et André Penaud. À Cadillac, Jocelyn Doré, Bernard Réau et Corinne Nolan. Sur Cardan, Denis Reyne. Sur Escoussens, Jean-Jacques Châtelier. Et sur Ilas, Philippe Dubourg et Patricia Peigné. Et donc, effectivement, puisqu'il y a eu un changement sur Loubiac, ce sera donc Lionel Cholon qui sera à la CLET, le reste étant sans changement. Des remarques sur cette composition? Je vous propose que l'on passe au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. Actualisation de la composition des commissions. Benoît, que s'est-il passé là-dessus? On a fait appel effectivement aux communes de Cardan et Escoussens pour que les gens du conseil municipal ou les représentants communautaires puissent se poser ou proposer leur venue dans les multiples commissions. On essaye de regarder, Benoît. Parce que je les ai pas sous les yeux là.
Oui, donc 2 communes nouvelles qui, donc, on a proposé, bien évidemment, à ces communes de pouvoir participer dans les commissions, aux commissions, dans les mêmes conditions que précédemment, hein, c'est-à-dire que les conseillers communautaires ainsi qu'éventuellement les conseillers municipaux intéressés à participer aux commissions étaient les bienvenus, donc soit en tant que membres pour les conseillers communautaires, soit en tant que membres invités pour ce qui est des conseillers municipaux. Donc on a profité également de cette occasion pour solliciter l'ensemble des communes pour savoir s'il y avait d'autres manifestations d'intérêt à participer à des commissions. On a eu un certain nombre de retours qu'on a notés en bleu et a priori on n'a pas eu de retour d'aucune commune mentionnant des oublis ou des choses comme ça par rapport à notre envoi. Si c'est le cas, c'est le bon moment, sachant que bon, si bien évidemment s'il y avait des velléités qui se faisaient jour ultérieurement, il serait tout à fait possible d'intégrer et on passerait une délibération pour ajouter les noms des personnes concernées. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des manques par rapport aux remontées qu'on pouvait être faites? Oui. Oui. Une chose, c'est pas une commission, mais c'est un groupe de travail qui finalement perdure, c'est la communication. Qui n'a pas été mis dans la liste. C'est dénommé groupe de travail, hein, Ouais. qui était fait initialement pour... Oui, tout à fait. Mais Bon, qui continue à travailler. Donc... Ce qu'on peut surtout dire, c'est qu'au niveau des commissions, là, c'est assez factuel. Là, on vient d'envoyer effectivement les demandes. Groupe de travail communication, ceux qui sont intéressés pour participer au groupe de travail communication, il n'y a aucun problème, ils le font remonter et ils seront invités à chaque groupe de travail. Donc voilà, oui. Est-ce qu'il est possible de rajouter Hervé David sur la commission aménagement urbanisme? Ah oui, bien sûr. On n'a pas bien entendu, pardon. Est-ce qu'il est possible de rajouter Hervé David, le maire de Mont-Tremblant, sur la commission aménagement urbanisme? Il y a eu un souci de communication. Laurine. Oui, Laurie. C'est ça. Ça dépend sur quelle sur quoi il veut participer. Est-ce que c'est la commission urbanisme de la CDC? Parce qu'il sera d'office, sinon sur la commission urbanisme intercommunale. Ah, d'accord. C'est clair. Pour moi, c'est clair. D'accord. Donc c'est la commission urbanisme de la CDC. Et monsieur David est bien inscrit à la commission, mais il est inscrit en tant qu'invité, c'est pour ça qu'il n'apparaît pas sur le tableau qui est présenté. D'accord. Comme il n'est pas conseiller communautaire. Donc nous ne l'avions pas oublié. Très bien. Là, on n'a pas la commission de culture. Non, mais c'est à suivre. Voilà. Si vous voulez les voir. Mais là, en fait de compte, on a rajouté les gens qui se sont effectivement, on n'a pas bougé, on a juste amélioré au fur et à mesure des désidérateurs. Hein. C'est bon pour tout le monde? Je passe Il n'y a plus de commission de culture. Je n'ai pas la commission de culture. Si, là. Ça va? Bon. Tout le monde s'est retrouvé? Il n'y a pas de... Non, mais il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà. S'il fallait formaliser, on invite les élus pourraient venir en tant qu'invités sans que ce soit formalisé et après on formalise ça bien évidemment. Je vous propose que l'on passe au vote là. Et contre cette délibération, qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. Commune Sainte-Croix-du-Mont, Gabarnac, Mont-Tremblant et Donzac pour le transfert de cette compétence GEMAPI au syndicat du DRO. Donc il fallait délibérer pour nommer des représentants de ces 4 communes. Pour la commune de Donzac, Patrick Soulet Voilà, Dimelé, et Alain Quérens. voilà. Pour la commune de Gabarnac, André Massieu et M. Martin Christophe. Pour Mont-Tremblant, Thomas Domecq et Jean-Marie Galineau. Et pour Sainte-Croix-du-Mont, Michel Latapi et Marie-Hélène Bidot-Dutré. Correspond? Voilà, tout simplement. Bref, voilà. C'est pas compliqué. Pas de remarques? Je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre cette délibération? Ah oui, il faudrait effectivement voter à main levée, autrement c'est un bulletin secret. Donc est-ce que vous êtes d'accord pour voter à main levée? Je me demande le directeur général des services. Donc tout le monde est d'accord pour voter à main levée, donc on y va. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient?
Et même sans lever les mains, tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. C'est la reprise de l'actif, du passif plutôt, du syndicat mixte. L'actif et du passif, les deux. Du syndicat mixte pour la réalisation de la gestion d'air des gens du voyage. Donc, si vous voulez, il y a un arrêté du préfet qui a été pris pour la répartition, cette répartition. Alors, le résultat de clôture était de 199 172,84. Et plus. Oui. La Convergence Garonne prend la majeure partie, puisqu'il prend 180 797,90. Capian 4 022,71. Langoiran 13 022,69. Et Rions 1829,54. En ce qui concerne l'investissement, le résultat de clôture était de 1 747 € transféré à la communauté, moins 6 cette fois-ci. Le reste à payer et recouvré sont transférés à la communauté de communes, au Convergence de Garonne, bien sûr. Voilà. Il n'y a pas de... Oui. Oui, c'est juste une question. Est-ce que la somme que l'on récupère dans le budget général doit être fléchée pour et utilisée uniquement sur des investissements liés à la compétence gestion du voyage, des gens du voyage? Aujourd'hui, ça rejoint effectivement le budget général et la trésorerie du budget général. Vous savez qu'actuellement, c'est une compétence de la communauté de communes. Alors, fléchage si vous voulez, mais il y a déjà effectivement des opérations qui sont en cours plus particulièrement. Mais je crois que vous avez fait partie de la commission là, en ce qui concerne effectivement le chemin des limites à Portes, où effectivement on est en train de se lancer sur une aire temporaire d'accueil. Alors on peut considérer qu'effectivement cet argent-là ira dans cette aire d'accueil par rapport au reste à réaliser, et que ce soit fléché sur un budget, il n'y a pas de budget particulier. Si votre question est de dire est-ce qu'il y a un budget annexe effectivement pour les gens de voyage, non. Il n'y a pas de budget annexe. Je veux dire, on va sûrement avoir des investissements à faire dans le futur, et ça serait peut-être bête de verser cette somme dans le budget, enfin, de l'utiliser pour d'autres choses, et puis après de devoir aller la chercher, et elle aura c'est dans les compétences globales de la commune. Oui. Bon, de toute manière, on aura effectivement, à un moment donné, des investissements, et vous avez raison, qui dépasseront largement ces sommes-là, peut-être déjà sur l'aire d'accueil temporaire de Portes. Donc, je pense que quelque part, c'est dans l'exercice de toutes nos compétences. Et il n'y a pas de budget, je vous le répète, il n'y a pas de budget annexe par rapport à ça. Et puis c'est dans le budget. De toute manière, c'est dans le budget. Il y a des opérations dans le budget, des opérations d'investissement qui sont directement. Voilà, donc je ne comprends pas trop votre question, mais enfin, bon, c'est pas trop. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Bien, alors nous passons à la délibération numéro 6, décision modificative qui s'impose. Alors, à la commission des finances, il a été examiné un certain nombre de modifications qui, en termes de fonctionnement, il y a un certain nombre de crédits ouverts et des réductions de crédits pour 8 000 € et un équilibre trouvé pour 162 123,90 €. Si vous voulez avoir des détails sur les crédits ouverts, je suis à vos dispositions pour vous répondre. En ce qui concerne, c'est la section les dépenses de fonctionnement. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, pareil, il y a 180 000 € de crédits ouverts. Oui, c'est ce qu'on vient de voir là, hein, après du syndicat. Et ensuite, il y a
des diminutions de crédit pour 20 € pour la réduction pour régularisation écriture d'ordre suite à erreur saisie, pas grave, et 20 654 pour la réduction du montant prévisionnel du fixe inscrit au BP 2018. C'est-à-dire qu'au BP 2018, il avait été inscrit à moins 20 et quelques mille euros, 22 ou 23 000 euros. En réalité, il y a moins 40 et quelques mille euros, comme je vous l'ai dit, donc il faut rajouter, si on peut s'exprimer ainsi, en moins 20 654 pour équilibrer. Voilà. Donc l'équilibre est retrouvé pour 160 123,90 €. En ce qui concerne l'investissement, il y a aussi pareil des dépenses, des diminutions de crédit pour 20 772 qui correspondent à l'achat de logiciels de gestion module facturation, SEJ. Ensuite, il y a réduction de provision d'opération d'acquisition foncière pour transfert sur l'opération 95 immeubles Villa Rosa pour 145 000 €. Alors ça, ce sont des crédits réduits. Enfin, ouverture de crédit pour 145 000 € pour le transfert de l'opération acquisition foncière vers l'opération Villa Rosa, c'est la compensation de l'autre. Ensuite, achat de 15 tablettes pour gestion nouveau module de facturation SEJ, 6 000 €. Provision pour achat mobilier pour le siège social, 2 500 €. Provision achat mobilier, budget annexe gare, 2 500 €. Provision achat mobilier annexe trésorerie, 2 000 €. Et travaux supplémentaires reconstruction vestiaire stade de Sainte-Croix-du-Mont, 19 150 €. Qui sont obligés d'approvisionner. Et provision aussi pour travaux immeuble Villa Rosa, une provision pour 150 000 €. Voilà ce qui concerne les dépenses d'investissement. En ce qui concerne les recettes, il y a une diminution des crédits ouverts pour 1 747 € représentant l'excédent de clôture suite à la dissolution du syndicat des gens du voyage. Ensuite, 200 175, virement de la section d'investissement pour équilibrer les dépenses, nouvel investissement. Donc l'équilibre est trouvé à la section d'investissement pour 202 922 €. Si vous voulez en savoir plus, je suis à votre disposition. J'ai déjà la réponse à la question que j'ai posée tout à l'heure, puisque je vois que les 180 000 797 € de recettes exceptionnelles liées à la fin de la dissolution du syndicat sont déjà utilisés et mangés pour des projets d'investissement et autres. Donc j'ai ma réponse. Si dans tous ces crédits nouveaux là, j'ai deux remarques. Il y a quand même en tout 38 300, alors j'ai peut-être fait des erreurs de calcul, mais à peu près 38 000 € de dépenses pour le secteur enfance-jeunesse, uniquement pour des problèmes de mise en place de facturation, de nouvelles méthodes de facturation, de formation de personnel pour la facturation, un recrutement d'agents pour la facturation. Je suis étonné qu'on n'ait pas pu trouver en interne une personne qui puisse faire ce travail. Donc, et il y a 6 000 € en investissement. Donc, je trouve étonnant qu'on arrive en milieu d'année à devoir abonder le budget petite enfance, jeunesse petite enfance de 40 000 €, enfin 44 000 €. Voilà. Je suis assez surpris sur la méthode de gestion et l'anticipation des dépenses et des besoins. Je ne reviens pas sur Ortera, enfin si je vais revenir, parce que je crois que ça va être filmé au début, la présentation d'Ortera. Donc il y a ici à peu près 35 000, c'est ça 35 000 € de dépenses prévues pour ce que moi je n'appellerais pas le projet Ortera, contrairement à ce qui a été redit tout à l'heure en introduction. Et je regrette que les remarques qui ont été faites en commission développement économique n'aient pas été retenues. Moi j'alerte encore une fois sur le fait que inaugurer le projet Ortera en ne présentant que le sentier, même s'il est très bien mis en valeur et qu'il y a des nouveaux panneaux, une nouvelle forme, bon, de la nouveauté, ça c'est bien, mais
j'ai peur, encore une fois, que les gens pensent autour que Ortera, ce n'est que ça sera qu'un sentier qui va du plateau du château à la grotte avec les huîtres. Je pense que ça aurait été l'idée que j'avais soumise, c'était de bien présenter que c'était une première étape, que c'était le début d'Ortera. Puisque c'est prévu sur 10 ans, donc on aurait pu peut-être émettre l'idée de l'inauguration du sentier d'Ortera ou du chemin vers Ortera, enfin, ou du premier sentier. Enfin, trouver quelque chose, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Donc ça n'a pas été fait, c'est dommage. Et la deuxième remarque qui avait été faite par la commission, c'était au niveau du logo, où le logo était très marqué sur la commune de Sainte-Croix-du-Mont. Et la question avait été, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir sur un logo un peu plus à dimension intercommunale qui rassemble les deux rives plutôt que uniquement un village par le graphisme. Donc c'est dommage que ces deux remarques n'aient pas été tenues compte. Voilà, c'est mon regret. À moins que le projet d'Ortera se résume aujourd'hui au sentier, et dans ce cas-là, je comprends qu'on inaugure uniquement ce sentier. Non, mais je crois que monsieur Cholon, on va pas rester 2 heures sur Ortera. Il me semble quand même que ce dossier n'a que trop duré, et vous étiez effectivement à l'époque dans la communauté de communes des coteaux de Garonne, et je m'étonne ce soir que vous n'ayez pas effectivement eu et été suffisamment incisif pour pouvoir faire avancer ce projet plus rapidement. Il se trouve aujourd'hui que, excusez-moi de vous dire ça, mais il se trouve aujourd'hui qu'effectivement, nous relançons avec la commune de Sainte-Croix-du-Mont ce projet, Mme Bino Dutreuil est là devant nous, et à qui je la remercie. On relance ce projet qui a que trop duré. Donc, de grâce, je crois qu'il faut quelque part, non pas forcément être critique sur ce projet, mais être positif, et je compte sur vous. En ce qui concerne les premiers éléments, en réponse. Oui, juste sur les investissements enfance-jeunesse. La commission enfance-jeunesse a travaillé sur ces questions-là. Si aujourd'hui on a besoin de personnel sur la facturation, c'est que, et notamment c'est des remarques qui venaient des coteaux de Garonne, le besoin en termes de préparation, vous en aviez parlé aussi en conseil, de préparation au projet pédagogique, était beaucoup pris par des activités administratives, dont la facturation sur le côté rive gauche. La commission a travaillé, s'est prononcée pour alléger cette mission, enfin modifier les missions des directeurs de centre, en allégeant notamment cette mission de facturation qui incombera désormais au service administratif du SEJ ou de la compta, c'est à déterminer. Bien évidemment, aujourd'hui on est déjà en flux tendu, donc là il y a une masse de travail supplémentaire qui arrive. Aujourd'hui personne n'est en capacité de la prendre. On n'a pas les logiciels harmonisés puisqu'on a 2 logiciels différents sur l'ensemble du territoire. Il me semble que ça faisait partie des objectifs qui étaient fixés d'harmoniser. Donc le choix a été fait d'un logiciel qui s'appelle aujourd'hui AIGA, dans la mesure où il semblait répondre techniquement beaucoup mieux que l'autre aux exigences notamment de la CAF. C'est elle-même qui nous en a fait part, en termes de présentation, en termes de qualité des statistiques qui pouvaient être extraites. L'ensemble des agents semble agréer à cette position, donc le choix a été fait d'aller sur AIGA. Et il se trouve que AIGA était utilisé par la plus grande partie des agents, ce qui fait que ce rajout de licences et de formation ne s'élève qu'aux alentours de 20 et quelques mille euros, vous l'avez noté, alors qu'on avait budgété, enfin provisionné environ 50 000 euros si on tombait sur un logiciel totalement nouveau. Ça aurait pu être un 3e logiciel, et c'était estimé aux alentours de 50 000 euros. Voilà les explications, il y en a peut-être d'autres qui sont dans ajouter. Écoutez, je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres remarques. Une dernière remarque, si, parce que j'avais 3, ça je l'ai retrouvé. Donc, Monsieur Dora, ici présent, avait estimé les travaux pour la Villa Rosa à 300 000 euros, je crois, il avait dit à peu près. Donc là, vous avez dit une première partie qui est évaluée à 150 000 euros, donc on est à la moitié du chemin. Absolument pas, puisque nous avons quand même fait les premières estimations,
Et je pense qu'effectivement, avec les 150 000 euros, il y en aura largement assez. Donc voilà. Mais j'en vous donne rendez-vous là aussi là-dessus, parce que c'est vrai que c'est important. Pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? S'il n'y a pas d'autres remarques, si. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Madame Ducos, Monsieur Dalcin, Monsieur Cholon et Monsieur Manceau. Il n'y en a pas autour de la table. Mais je considère que cette délibération est adoptée à la majorité. Budget OM, ça concerne la commune de Sainte-Croix-du-Mont. Hein. Oui. Budget OM Garonne. Oui. C'est ça, on est bien d'accord. Tout à fait. Bien. Alors, il y a une réduction de crédit de 4 000 euros concernant la diminution des dépenses prévues. Ensuite, 6 315 euros pour une rare imputation budgétaire, qui sont compensés par une crédit ouvert. Crédit ouvert supplémentaire de 4 000 euros pour l'augmentation de crédit sur l'article 160, remboursement redevance sur l'exercice antérieur. 1891 crédits supplémentaires sur opération d'ordre inscrits en dépenses imprévues pour équilibrer le budget en section d'investissement. Et enfin, réajustement des amortissements, opération d'ordre de 4 891 euros. Et une réduction de crédit de 3 000 euros pour la diminution de l'article opération d'ordre. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'investissement, le solde d'ouverture, alors je passe de suite à l'équilibre, le solde d'ouverture est de 7 315 euros, solde de réduction de 7 315 euros, donc c'était équilibré. Voilà, je pense que... Hein, d'accord, vous voulez dire quelque chose? C'est vraiment une DM technique. Hein. DM technique par rapport au budget principal, parce qu'il y avait des erreurs sur l'opération d'ordre. Alors c'est vrai qu'entre les ouvertures et les réductions, elle est équilibrée. En fait, il y avait une insuffisance de crédit pour les remboursements liés aux réductions sur les facturations sur cette qualité. Les remarques sur ce budget et sur le réajustement, cette décision modificative. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. Bon, ensuite, encore une décision modificative concernant le budget de la zone d'aménagement. Alors, c'est minuscule comme changement, mais c'est bon. Il y a 80 euros de réduction de crédit pour diminution de dépenses imprévues pour prévision sur le chapitre 35-37. Crédit ouvert pour 20 euros, ouverture de crédit pour cotisation des SCI, oui. 30 euros pour provision pour autres charges diverses et 30 euros pour provision et paiement de pénalité. Voilà, on a équilibré à 80 euros. Bon, je pense que cette délibération ne va pas poser de problème particulier. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On passe au vote des taux de contribution directe. Il y a une délibération modificative qui a été demandée par les services des finances. Oui. Bien, alors je pense que vous avez le document sous les yeux. En ce qui concerne, alors je vais vous permettre de reprendre les taux. En taxe d'habitation, pour mémoire, à base de l'année -1, 28 75 809. Base modifiée 29 419 000, augmentation de 10,2, c'est ça, oui, 10,2%. Ah, excusez-moi, oui, pardon. Sur le foncier bâti, N-1, 24 433 119. 25 336 000, le taux est de 3,43%. Le foncier non bâti, 1 159 120 à N-1, base notifiée, 1 221 000. Le taux est de 10,94%. Cotisation foncière des entreprises,
7 912 032, passant à 8 073 000, 26,88%. Bon, alors, je pense que vous avez... Hein? Oui, oui, c'est ça, c'était une erreur d'écriture, oui, nous n'avons pas de changement. Donc, le total des produits, vous l'avez tout à fait en bas, est de 6 180 077 €. On vous demande de fixer le taux CFE, mise à réserve à 0,390%. En fait, il s'agit simplement de rectifier une erreur d'écriture, mais on est obligé de reprendre la délibération dans son intégralité. C'est pour ça que vous voyez effectivement que tout correspond et que les deux tableaux sont identiques. Il y avait une erreur d'écriture entre l'imprimé FDL et la délibération. Donc ce sera chose rectifiée si vous me votez cette délibération. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Monsieur Cholon, Monsieur Manceau et Monsieur Cavaillol. Les autres sont pour, je vous remercie. Oui, alors donc sur la délibération suivante, ça concerne la création, en fait, qui n'est pas réellement une création, enfin je vais vous expliquer ça, donc d'un poste d'animateur et de 4 postes de directeur. Bon, il s'avère que sur le premier, les 5 postes sont déjà des postes existants, mais qui étaient, c'était des contractuels qui étaient sur ces postes-là. Donc, on arrive au bout du renouvellement des contrats et il faut qu'on stagérise, c'est la contrainte qui nous est faite, qu'on stagérise ce personnel. Alors, le premier, le poste d'animateur, je pense que vous avez pu en vérifier toute la compétence et tout le professionnalisme, c'est le poste qui concerne le poste d'animateur d'espace naturel. Bon, c'est lui qui fait, en quelque sorte, vivre un peu, aux yeux tourisme des écoles, sur le plan pédagogique et sur le plan de l'entretien, l'île Raymond. Voilà, et donc la commission s'est prononcée très positivement pour sa stagérisation. Donc ce poste vous est proposé et on espère pouvoir faire encore vivre et amplifier l'activité de l'île Raymond. Et les 4 autres postes sont des postes de directeurs. Donc c'est des postes par principe incontournables. Hein, c'est des postes des directeurs de centres de loisirs et de sites. Donc ces postes-là étaient sur 4 contractuels qu'on va stagériser. Je vous rappelle quand même que dans le cadre des formations que l'on a réalisées avec le personnel, c'est la plupart de ceux qui sont directeurs ont bénéficié du soutien financier de la collectivité pour pouvoir acquérir les qualifications. Donc maintenant on arrive au bout de la contractualisation et donc on passe à la stagérisation. Donc en fait c'est des postes qui existent, mais voilà qu'on crée maintenant définitivement parce que on peut identifier sur chaque poste une personne et donc c'est des postes à responsabilité et on ne peut pas, c'est incontournable, on ne peut pas faire autrement, notamment vis-à-vis de nos partenaires financiers sur ces actions que sont la CAF, la MSA et voilà. Voilà un petit peu les 5 postes qui sont proposés ce soir. En fin de compte, ces postes en CDD, ils occupent aujourd'hui des postes d'emploi permanent, mais on connaît ça tous dans nos mairies à partir du moment où effectivement les emplois sont devenus des emplois permanents. Il faut pérenniser ces emplois et les grandes collectivités le font également. Donc on est aujourd'hui sur une stagérisation qui sera un jour demandée par la préfecture. Nous l'avons vécu dans nos communes respectives. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui, M. Cavaillon. Juste un petit rappel, c'est un peu tout ce que la loi NOTRe a voulu, hein, c'est les économies d'échelle. On voit encore une fois qu'elle nous amène vers ça. Et ça, évidemment, par rapport au personnel qui est pris, c'est pas le problème. Je veux dire qu'aujourd'hui,
On a une communauté de communes qui a 200 personnes. La volonté de l'État, à la base, sur toutes les collectivités, c'était de faire des économies d'échelle qui ne se feront jamais. Ça n'a rien contre vous, Monsieur le Président, on est d'accord. C'est juste un petit rappel par rapport à tout ça. Aujourd'hui, ça n'impacte absolument pas la masse salariale, vous l'avez bien compris. Hein. Et bien sûr, elle est déjà extante, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Tout à fait. Oui, il faut avoir le nom de ces 5 personnes. Pas en public. Ah d'accord. C'est bien de savoir qui est directeur de... Voilà. Parce que c'est un des impôts. Ok, d'accord. Mais on te les donnera sans aucun problème. C'est dans les séance publique, donc on ne peut pas effectivement... C'est libre. Sauf des postes. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. Je vous en remercie. Donc, premier point, donc, en ce qui me concerne l'éducation artistique et culturelle. Avant toute chose, je voudrais rappeler quelques petites choses. La première, c'est que nous avons donc signé, historiquement, c'était la communauté commune de Varennes-l'Artelay qui avait signé avec un COTEAC, un contrat territorial d'éducation artistique et culturelle, qui avait été repris donc par Convergence Garonne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce contrat se termine maintenant, ça termine donc cet été. Il nous faudra donc en re-signer un, donc au mois d'octobre, probablement prochain. Je reviendrai vers vous donc pour autoriser probablement le président à signer ce nouveau contrat. Ce contrat, je vous le rappelle, historiquement aussi, nous sommes en partenariat avec la communauté commune du Réolais Sud-Gironde. C'est avec eux, évidemment, aussi que le renouvellera. Et ce contrat lie la DRAC, le département, l'IDAC, l'Agence départementale des départements, plus les services de l'éducation nationale. On a fait un petit bilan donc la semaine dernière, mercredi dernier, le 20 juin, on fait des comités de pilotage, évidemment, à la fois pour les projets à venir, mais aussi pour les projets passés. Donc il est toujours intéressant de faire un bilan de ce qui a été fait précédemment, l'année scolaire précédente, pour se rendre compte. Et je vais vous donner quand même quelques chiffres, parce que souvent on a l'impression que la culture sont des choses un petit peu hors sol, et c'est très très concret. Pour l'année 2017-2018, je parle évidemment du territoire Convergence Garonne, et uniquement du territoire Convergence Garonne. Je ne parle pas là du Réolais en Sud-Gironde. Ça concerne 20 classes de la communauté commune, nos communes, 20 classes ont été concernées, 454 élèves, 5 ALSH, 75 enfants, 9 structures petite enfance, 172 enfants. Ça veut dire en clair que sur notre territoire, Convergence Garonne, par ce projet-là, plus de 700 enfants ont été concernés par cette action d'éducation artistique culturelle. Donc c'est pas rien, je voulais quand même vous communiquer ça parce que c'est quand même tout à fait, je crois, important. 2018-2019, un nouveau comité de pilotage a été réuni et nous avons aussi présenté les projets il y a une quinzaine de jours qui ont été validés par les partenaires. Il concernera donc 24 classes, ce nouveau projet pour lequel je vais vous demander de voter les subventions à l'instant. 4 LSH. Alors au passage, on s'est aperçu que pour les LSH, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que pour le suivi, ce n'est pas forcément les mêmes enfants, par exemple tous les mercredis. Donc on va adapter le système d'éducation artistique culturelle en le proposant par exemple plutôt sur des vacances scolaires pour qu'il y ait un suivi, si vous voulez, au niveau de l'action qui est mise en place. Il y aura 2 rames et 4 multi-accueils de la CDC qui contribueront également à ce projet l'année prochaine. Et ce qui est nouveau, ce qui n'avait pas été fait jusqu'à présent, c'est qu'on va y ajouter 6 classes de secondaire. Jusqu'à présent, il y avait 2 classes de 6e, une classe au collège de Pelansac, une classe au collège de Cadillac. Et cette année, parce que nous avons été rencontrés évidemment les principaux de ces différents collèges, il y a 3 classes du collège de Cadillac, 3 classes du collège de Pelansac, une 6e et 2 4e, 3e, pour chacun des 2 collèges. Donc, encore une fois, quand on dit qu'on veut s'inscrire dans le territoire, c'est des choses très concrètes, vous voyez. On progresse à la fois à la public adolescent, qui nous manque aujourd'hui, et puis on progresse également avec d'autres partenariats d'éducation nationale, en l'occurrence les collèges. Ça, c'est tout à fait important. De la même manière, cette année, un des parcours, par exemple, utiliser les locaux de Château de Cadillac, c'est aussi très concret. Et l'année prochaine, les services de la médiathèque rentreront dans un des projets. Les parcours d'éducation culturelle, tout ce qui est spectacle, se réalisera en grande partie à la Forge, par exemple, à Portès. Donc, vous voyez, on essaie d'utiliser au maximum les ressources locales. Donc, je voudrais bien attirer votre attention là-dessus, parce que je trouve ça tout à fait important de montrer tout cet élément-là. Petit élément concret, nous avons quelques soucis quand même avec l'éducation nationale, tous les paroles. Pourquoi? Parce que l'éducation nationale, donc avant, prenait en charge une partie de la formation des enseignants, ce qu'elle ne prendra plus en charge maintenant pour cause de nouvelles directives ministérielles. Et ensuite, les inscriptions se faisaient maintenant, donc avant le début du mois de juillet, ce qui nous permettait, nous, de commencer les actions au début du mois d'octobre. Sauf que cette année, elles auront lieu en septembre. Vous voyez, ça ne facilite pas la tâche, évidemment, pour que les écoles aient le temps de se retourner, qu'on puisse nous se retourner vers les enseignants pour faire ce genre de choses. En tout cas, les retours que nous avons eus sont très positifs. Les retours qu'on a eu la semaine dernière, il y avait des enseignants, il y avait aussi des intervenants artistiques, et chacun a été tout à fait satisfait de l'expérience menée. Je crois que c'est
peut tout à fait être heureux et fier, au niveau de la communauté commune, de mettre en place ce genre de choses, encore une fois, pour les enfants de notre territoire. Donc concrètement, vous l'avez vu, vous avez un tableau, hein, il s'agit de demandes de subventions aux différents partenaires. Vous voyez que c'est moins de 20% reste à charge de la communauté des communes, c'est très peu, donc très largement subventionné par rapport à tous nos partenaires. Et là aussi, on ne peut être que satisfait par rapport à tout ça. Y a-t-il des questions là-dessus? Moi, je voudrais remercier effectivement la commission, Jérôme, parce que c'est vrai que c'est un vrai travail qui a été fait là-dessus, quelque chose de très précis, très pointu. Et surtout, cette commission a bien pris effectivement la dimension du nouveau territoire, et c'est ça qui est important. Et tu viens de l'expliquer, on n'y reviendra pas, mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc, je crois que là on est vraiment dans le bon sens. Et merci encore, et tu transmettras effectivement les remerciements à l'ensemble de la commission et de ceux qui travaillent autour de ce projet. Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce que je peux passer au vote? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. Demande de subvention dans le cadre du contrat territorial d'éducation artistique et culturelle. Donc c'est fait. Autorisation de signature de la convention avec Via la Rue. Voilà, donc il nous reste deux conventions pour les deux délibérations suivantes. Donc Via la Rue, c'est l'organisme, donc le prestataire qui organise la manifestation, Rue-vous, donc les 6, 7 et 8 juillet, puisque je vous rappelle, donc cette année, nous proposons donc le dimanche, et vous serez toutes et tous conviés le dimanche justement à un moment de rencontre des élus sur l'espace. Là, toute la partie donc, artistique est déléguée à cette organisation, puisqu'évidemment, cette amitié, ça ne s'invente pas. Je voulais juste dire qu'on essaie de développer au maximum la communication, et je remercie le service communication avec lequel nous travaillons aussi pour essayer de faire connaître le plus possible. Par exemple, vous l'avez peut-être vu lundi dernier sur Sud-Ouest, nous avons organisé un apéritif chez Adric, donc sur Bordeaux, parce que si les gens ne viennent pas à nous, ben on essaie d'aller à eux pour essayer de nous faire connaître, le territoire Convergence-Garonne, c'était pour Rue-vous, mais c'était aussi pour d'autres animations qui ont lieu sur le territoire. Encore une fois, on essaie de faire connaître le plus possible notre politique culturelle. Là, il s'agit simplement d'autoriser le président à signer la convention Via la Rue avec l'organisme Via la Rue pour organiser le festival. Pour avoir entendu dans cette salle, je crois que c'était ici, c'était pas la sac, une question concernant Via la Rue, pour savoir, on sait que ça fait des années qu'ils sont partenaires de Rue-et-vous, et est-ce qu'à un moment donné, on peut interroger le partenariat avec Via la Rue et ne pas chercher peut-être à changer et à peut-être essayer de travailler avec d'autres entreprises ou associations qui donnent le même résultat. Devraient donner le même résultat. Deux informations. La première, donc, sur le coût qui est affiché, seuls 5 000 € donc, sont attribués à l'organisme lui-même, parce que ça peut paraître important, mais en fait, l'organisme prend une part finalement relativement infime. Et la deuxième chose, Laurine pourra en parler mieux que moi, mais nous allons lancer un système, donc ça s'appelle un marché subséquent, pour être précis, donc pour être justement sur plusieurs années et qui sera réactualisable par année, qui sera lancé, comme tu le dis, fort justement, ça avait déjà, comme tu dis, été annoncé ou demandé précédemment. On peut considérer qu'en 2018, on est dans la continuité. Et donc, effectivement, les choses se mettent en place, comme vous pouvez le constater, M. Chaudron. Est-ce qu'il y a d'autres Je ne conteste pas le choix de travailler avec... Absolument pas, mais j'ai bien compris. Je repose une question, je crois qu'elle a été posée. J'ai bien compris le sens de votre intervention, et je crois que la réponse a été de la part de Jérôme Gauthier, a été des plus claires. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. On continue. Dernière petite convention, tout aussi classique, celle-ci, c'est tout simplement une convention entre les partenaires. Vous savez que si la communauté commune est porteuse de projet, elle s'associe dans ce projet-là à deux partenaires. L'un, il est communal, c'est la commune d'Orience, et l'autre, c'est l'association Musaraigne. Et comme vous avez pu le constater, mais sur le modèle des années précédentes, il s'agit de répartir les responsabilités et rôles de chacun entre la mairie, qui met par exemple à disposition des lieux, des bâtiments, et la communauté des communes, tout simplement. Là aussi, il faut autoriser le président à signer cette convention tripartite. Bon, on est toujours dans la même style de délibération. Est-ce qu'il y a des remarques particulières?
Je vais passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. On passe aux déchets ménagers, Mylène Doro. Dans le même style de prise de délibération, il s'agit cette fois d'autoriser le président à signer la convention de reversement du produit de la tonne avec la commune de Cardan. Donc voilà, d'établir cette convention et de faire signer cette convention avec le président. Denis Reyne, tu as quelque chose à... Voilà, donc il s'agit effectivement, comme c'est la commune qui perçoit la taxe, de passer une convention de telle manière à faire en sorte qu'elle soit reversée à la communauté de communes pour exercer la compétence ordures ménagères sur la commune de Cardan. Il n'y a pas de problème particulier. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On continue. Sur le déchet ménager également, c'est proposé à la signature du président de signer la prorogation de la convention que l'on a passée avec le CEMOCTOM pour la gestion de la redevance incitative sur les communes de l'Estiac, Paillé et Rions. Donc c'est une prorogation d'un an et pour une durée pour l'année 2018. Voilà, des remarques? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Le rapport annuel. Alors, le rapport annuel, vous avez vu, il vous a été envoyé, je pense que vous l'avez tous regardé. Cette année, il vous a été présenté un petit peu de façon différente, hein, nous en avions l'obligation, donc il a été établi par les services d'une nouvelle façon. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, c'est toujours effectivement, on vous l'a présenté au début sur les 3 systèmes, hein, et ensuite les chiffres que vous rencontrez sur ce rapport annuel ne concernent effectivement que les 13 communes de l'ex-communauté de Podensac. Voilà. Donc si vous avez des questionnements ou des interrogations qui auraient pu être soulevées par rapport à la lecture de ce rapport, une fois adopté, il sera envoyé aux communes qui auront donc l'obligation de le présenter à leurs conseils municipaux en suivant. Voilà. Avez-vous des questions par rapport à ce rapport qui vous a été adressé? C'est le CEMOCTOM, monsieur. C'est le CEMOCTOM qui oui. fait. Hein, oui. Donc il faut aller voir effectivement. C'est à votre disposition et ainsi que pour Sainte-Croix sur le SICTOM. Voilà. Hein, voilà. Donc, vous demandez de voter quelque chose. C'est anecdotique. Oui, mais bon, voilà, nous sommes en Il y a une obligation légale par rapport à ça. On est dans une nouvelle communauté de communes. Effectivement, il y a plusieurs systèmes d'ordures ménagères et qui nous concernent tous. Voilà. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. On continue, Mylène Doro. Alors, là, c'est pour l'adoption du tarif pour la vente des composteurs. Donc, dans la politique que nous avons de prévention et de réduction des déchets ménagers, nous avions fait une première phase de distribution de composteurs, opération qui a été renouvelée, enfin qui va être, là nous avons commandé de nouveaux composteurs. La commission a travaillé sur le tarif par rapport au prix d'achat, par rapport au devis. Le prix de vente qui a été fixé par la commission est de 15 €. Nous en avons acheté à peu près 400. Voilà, de l'information va être, il y en a déjà eu, mais de l'information, enfin de la communication va être faite de façon à ce que les personnes désireuses d'acquérir un nouveau composteur ou un second, celles qui en ont déjà eu un la première fois pourront le faire, au tarif effectivement de 15 €. Par rapport à ces composteurs, je voudrais profiter de cette délibération pour remercier la commune de Barsac, par l'intermédiaire de son maire, qui nous a permis d'entreposer les composteurs aux anciens ateliers de la commune de Barsac, ainsi que le château Simon, qui nous a gracieusement prêté, enfin, avec son transpalette, on a pu décharger ces composteurs pour les entreposer. Très bien, il n'y a pas de remarques sur le tarif des composteurs. On va passer. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Jean-Marc, on va te donner un micro. Oui, je l'ai déjà. Mais ça va très bien alors. Oui, donc c'est la délibération numéro 18, c'est la politique tarifaire concernant les accueils de loisirs. Et le mercredi, la journée du mercredi. Donc nous avions
proposé à la commission 3 scénarios. En fait, c'est une scénario intermédiaire qui a été choisie, de façon à ce que l'harmonisation se fasse dans les meilleures conditions sur l'ensemble du territoire. Pour ce qui concerne... Alors c'est le quotient familial qui a été choisi et non pas le taux d'effort, parce que le taux d'effort, effectivement, on a parlé tout à l'heure de recrutement pour la facturation, le taux d'effort était très compliqué et n'était pas forcément plus avantageux. Voilà. Puisque pour la rive droite, je crois que la dernière tranche se terminait à 15 €. Pour la rive gauche, elle était à 11 €. Donc on a trouvé un point moyen sur la commission à 12,50 €. Ça veut dire que la rive gauche, ils seront un peu augmentés, la rive droite, on verra, aura moins de dépenses, si je puis dire. Identique pour le mercredi. Oui, oui, c'est dommage que le taux d'effort n'ait pas été retenu comme harmonisation ou continuité, puisque on avait travaillé des années pour arriver à accepter ce principe et à faire accepter ce principe, à faire adopter plutôt, pas accepter, mais faire adopter ce principe aux services et aux élus sur l'ex-Coteau de Garonne. Et contrairement à ce que vous dites, il donnait beaucoup de satisfaction à tous, puisqu'il avait un gros avantage, c'est qu'il il harmonisait le paiement des familles en évitant les seuils que fait le principe du quotient familial, où ça fait un système de marche. Et quand on est pour quelques euros près à la marche supérieure, ça fait une sacrée différence. Et donc le coordinateur jeunesse à l'époque avait beaucoup travaillé pour nous présenter ce principe de taux d'effort qui avait donné donc tout à fait satisfaction. Et moi je ne voterai pas cette délibération parce que j'étais pour le taux d'effort et je regrette le choix de la commission. Oui, donc c'est la commission qui a choisi. Et si je me souviens bien, à cette commission, il y avait le représentant de Loupiac qui a voté. Voilà. Il faudra vous mettre d'accord. Le représentant de Loupiac a voté parmi les 3 scénarios qui étaient proposés. Non, on a voté ça a beaucoup discuté, j'en conviens, mais ça a été voté. Donc, moi, c'est chez la commission qui décide, hein, c'est de proposer. Hein. Non, de proposer. Qui décide de proposer. Bon, je crois qu'effectivement, on va passer au vote. On a bien compris, effectivement, la proposition de la commission. Je vais vous passer au vote. Et qui est contre cette délibération? Monsieur Manceau et Monsieur Cholon. Qui s'abstient? Le reste de l'Assemblée est pour et je vous en remercie. Jean-Marc, on continue. Toujours, on a 19, donc c'était le paiement des subventions de fonctionnement aux 3 multi-accueils de la rive gauche, à savoir Ilas, Portes et Prégnac, c'est la prestation, c'est la subvention prestataire qui est éponyme, voilà, pour l'année 2018. Donc ça c'est déjà au budget. Bon, j'ai rien de plus à ajouter. Hein, non, mais bon, c'est une délibération classique. Et dire qu'effectivement, aujourd'hui, au niveau du multi-accueil, on n'a pas de problème particulier en termes de gestion. Bien au contraire. Donc la proposition de la délibération est la suivante. Pour le multi-accueil d'IAS, 282 064. Pour Portes, 163 027. Et pour Prégnac, 187 062. Qui correspond effectivement aux capacités, bien entendu, d'occupation de ces multi-accueils. Est-ce qu'il y a des remarques? Il n'y a pas de remarques. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Monsieur Manceau? Pardon, excusez-moi. Vous l'aviez. Donc je considère que cette délibération est prise à l'unanimité. Vous n'avez pas de procuration non plus. Je mettrai les deux mains. Ok, on continue. Bien, donc là il s'agit également de l'approbation du règlement intérieur des accueils de loisirs. Donc là aussi c'était dans le cadre d'une harmonisation pour le territoire. Il y a différents règlements. Il y a celui de l'école, il y a celui du périscolaire et des accueils de loisirs. Donc les changements principaux, c'est que sur la rive droite, nous allons passer des prestations à 9h contre 9h30 et le soir à 17h au lieu de 16h30. Tout cela pour obtenir des subventions
prestataires, à savoir, de nos partenaires du moins, à savoir la CAF et la MSA. Ça nous permet, ça fait les 9 heures, de 9h à 17h, ça fait 9 heures. Donc voilà. Et puis, bon, sur cette c'est le règlement habituel. Hein. Délibération numéro 20, il s'agit du règlement qui est contre cette délibération. Oui. C'est sur le mercredi. Oui. L'horaire du mercredi. Il y a marqué l'accueil, mais il n'y a pas marqué le départ. Si le départ, quand est-ce que les parents, l'après-midi, peuvent venir chercher les enfants. Le départ, c'est 18h30. C'est 18h30. Non, mais est-ce qu'ils peuvent aussi prendre les enfants avant 18h30? Ah oui, bien sûr, puisque je viens de vous parler de 17h. Non, mais ça, c'est voilà. C'est l'amplitude. Le départ, c'est entre 17h et 18h30. Pour regarder. On peut le marquer pour les vacances, oui. Mais c'est pas marqué pour les mercredis. Bon, on le précisera. On le précisera. On le précisera. Je vous remercie, M. Cholot, de la remarque. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Avec la remarque. Donc la délibération, non, c'est Marc, oui, la délibération 21, environnement, c'est la modification de la demande de subvention 2018 pour la réalisation de l'année 7 du plan de gestion et de restauration écologique de l'espace naturel sensible de l'île de Raymond. C'est Marc Gauthier qui devait la présenter. Simplement la modification, et Benoît, je parle sous votre contrôle, il semblerait que l'agence de l'eau se désengage, c'est ça? Oui, malheureusement, pas grand-chose à rajouter. On revoit le plan de financement dans la mesure où les subventions attendues, enfin, à l'époque espérées de l'agence de l'eau, ne sont plus au rendez-vous. Donc, on recale le plan de financement sur ce que l'on pense pouvoir obtenir. Moi, ce que je vous propose pour accompagner cette délibération, c'est que, à la signature du président, on pourrait peut-être quand même faire un petit courrier à l'agence de l'eau pour faire en sorte que on puisse. C'est pas l'agence de l'eau, je demande au ministre ou au gouvernement. Oui, parce qu'en l'occurrence, le budget général de l'agence de l'eau sur sa nouvelle formation a diminué de 30%. Et donc ils ont révisé l'ensemble des programmes d'aide et ils ont d'ailleurs un système qui fait passer maintenant très régulièrement les dossiers pour essayer de voir de quelle manière ils peuvent les accompagner ou pas. Et c'est juste pour préciser ça, c'est que le budget a été réduit d'une manière assez drastique sur décision nationale. Ce qui explique cela. Et donc si je comprends bien, le tableau est révisé en fonctionnement, en investissement, c'est ça? Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comment? Pardon. Sur la Excusez-moi. Voilà. Voilà, reste à charge de la communauté de communes de 7 000 € pour une dépense totale de 32 000 en investissement et de 8 450 à charge en fonctionnement pour une dépense totale de 50 950. Voilà, c'est déjà confortable. Hein. C'est déjà confortable. Mais enfin, bon, c'est vrai qu'on est obligé de reprendre une nouvelle délibération. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. La délibération concerne donc le renouvellement de la mise à disposition de l'agent Technicien Rivière que l'on dispose, que l'on partage à 50% avec le CIETRA. Son contrat est avec le CIETRA et nous par convention on rembourse sa part de salaire du mi-temps. Donc on va le renouveler jusqu'à la fin de l'année 2018 pour 6 mois et ensuite on verra au fur et à mesure de monter en charge de la compétence GEMAPI, comment on va fonctionner avec le CIETRA, si il a besoin de plus de temps, si le CIETRA a besoin de plus de temps de stagiaire ou si nous aussi. Et donc il faut savoir que dans ce zéro équivalent temps plein, il y a 12 heures et demie pour les 6 mois qui sont affectés à la surveillance du bassin de l'Artolie. Puisque c'est
déléguer la surveillance au CETRA. Voilà, mais c'est pris en charge sur le mi-temps de la CDC de Podensac, de Convergence Garonne, vous pouvez m'excuser. Voilà. Il y a des remarques? Qui est contre cette délibération? Bruno Denis. Qui s'abstient? Merci, je considère qu'elle a été prise à la majorité. J'aurais voulu interpeller Monsieur Soulet, vice-président, parce que nous, alors je lui en ai déjà parlé, mais à la commune de Barsac, le fauchage des digues a été réalisé et l'entreprise voudrait bien être payée. Donc je voudrais savoir, voilà, s'il a pris des dispositions, comment on peut faire, sachant que nous, communes, on avait fait une demande de subvention qui nous a été accordée par le département, et donc voilà, comment on peut solutionner cela afin que l'entreprise soit réglée. J'ai interrogé donc les services par rapport à votre question, puisque vous m'avez déjà interrogé. Donc il semblerait que pour cette année, on continuerait à fonctionner comme jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que c'est sur les fonds et dans la mesure où c'est vous qui récupérez l'argent, et c'est vous qui avez commandé normalement. Enfin, pour l'instant, la réponse elle est là, mais après, voilà, on est encore en train de regarder le. Voilà. Dans le Dominique, on ne va pas débattre ce soir de ça, mais voilà, pour l'instant. Ça fait partie de la vie de chacun d'entre nous, puisque on est confronté à l'humanité, on paiera tous la taxe. Aujourd'hui, ça fait déjà quelques temps qu'on entend. Oui, on se renseigne, on n'a pas, mais en attendant l'entreprise a fait, nous, le syndicat, il n'y a plus rien. D'accord? Donc, il va falloir vraiment. Et c'est pas à la mairie à payer. Ah non, mais je croyais que c'était la mairie. Qui a commandé les travaux? J'ai pas dit que c'était la mairie. C'est justement qu'on a posé la question. Qui a commandé les travaux? Si je puis me permettre, juste par rapport à ça, tant que le syndicat n'est pas dissous, le syndicat doit exécuter les opérations qu'il a effectivement lancées. Et par contre, ce qu'il faut prévoir après, c'est le transfert de l'actif. Et il faut que le syndicat soit dissous, transfère son actif, et une fois que le transfert est effectué, à ce moment-là, la collectivité aura compétence directement. Enfin, moi, je vois les choses comme ça. Du coup, l'aide du département, qui est passée effectivement il n'y a pas très longtemps, elle a été bien versée au syndicat, juridiquement. On est bien d'accord? Donc, le syndicat est toujours porteur, et toujours, considérant les subventions, aujourd'hui, le syndicat est toujours actif. Voilà. Juridiquement. Affirmatif, comme tu le dis, Hervé. Le seul problème qui est le nôtre, comme tu le sais, c'est que le président, qui était Jean Latas, est décédé, et plus personne veut donc gérer le syndicat. Donc la question qui a été posée, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Mais pour le dissoudre, il n'y a plus personne qui veut, donc on veut la marche à suivre pour dissoudre tout ça avec la GEMAPI. Donc on a une réunion qui est organisée donc, à Langon par le département pour les ASA le 25 juillet. Donc je représenterai le président, donc je pense qu'on aura des questions qu'on va poser et qu'on espère avoir une réponse. Mais je vais réinterroger Lucie, on va retravailler par rapport à ça et vous apporter une réponse au moins définitive par rapport à... Je crois qu'on va clore là-dessus, on a bien compris effectivement la problématique. On revient effectivement à cette délibération 22, c'est le renouvellement de la mise à disposition. Ça avait été voté, hein. Donc il n'y a pas de souci, c'est là que Bruno Trénit a voté contre. Vous savez que c'est la population, c'est important. Concernant la délibération, donc c'est pour attribuer une subvention à Cap Solidaire. Concernant un axe Cap Solidaire, c'est sur la mobilité. En adhérant, nous devenons prescripteurs et on pouvons donc envoyer vers les conseillers mobilité de la plateforme qui accompagnent le public en difficulté de mobilité pour diverses raisons. Ils nous font des apports, des diagnostics. Ils peuvent aider à l'achat, par exemple, je donne des exemples d'un véhicule avec de microcrédit, aide à l'accès au permis social, aide à la prise de transport en commun. Le fait d'adhérer, actuellement, je voulais vous dire que le pôle social passe dans toutes les communes, justement, pour vous dire qu'est-ce que fait le pôle social et
vous pouvez vous lui dire, nous téléphoner, si vous avez des publics fragilisés, vous nous les amenez, et nous on les mettra en relation donc justement avec CAF Solidaire pour qu'ils les prennent en charge, leur faire un diagnostic et les accompagner. Donc la délibération que vous avez demandée, c'est une subvention et ça représente 0,23 centimes par habitant. C'est que cette plateforme de mobilité a été expérimentée au démarrage, et l'expérimentation a été entièrement financée par le conseil départemental. Et donc aujourd'hui, elle a effectivement un certain niveau d'activité, un certain niveau de réponse. Et donc ça doit permettre de développer effectivement les mobilités pour les personnes qui sont les plus en difficulté aujourd'hui. Lors de la dernière réunion au niveau des pactes qui s'est déroulée donc, à Verdelais, on a eu d'ailleurs un exposé sur des expérimentations, des expériences qui ont été lancées, notamment au niveau pour développer cette idée. Merci. D'autres remarques contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Marie Guérin. Alors, nous devons autoriser le président à signer une convention avec le syndicat des deux rives. En préalable, donc, j'ai demandé au service de modifier la délibération et la convention. Je vous explique pourquoi. Lors de la dernière commission urbanisme, nous avons, et dans le cadre du renouvellement du marché du SPAN que nous devons engager pour l'année 2019, nous avons proposé que cette compétence soit étendue à l'ensemble des communes. Restera à débattre de ce point à la conférence intercommunale des maires là, qui va avoir lieu pour voir votre position. Donc dans l'attente de cette décision, donc il faut quand même qu'on délibère parce qu'aujourd'hui donc il y a plusieurs communes sur lesquelles le service du SPAN n'est pas assuré. Et donc, considérant donc qu'il convient que le mécanisme de représentation-substitution ne peut pas s'appliquer au syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement des deux rives, qui ne porte que sur 2 communautés de communes et non pas 3 comme les autres. Et dans ce cadre-là, les autres, donc il y a eu substitution de la CDC, des communes par la CDC. Aujourd'hui, donc, ce mécanisme ne peut pas s'appliquer sur le syndicat et il faut donc maintenir la qualité de service de contrôle lié au service d'assainissement non collectif auprès des administrés pour les communes de Rions, Bégaye, Larocque, Escoussan et Cardan. Il vous est donc proposé une convention de partenariat afin que ce syndicat exerce ses contrôles pour le compte de la CDC Convergence-Garonne simplement jusqu'au 31 décembre 2018. Et donc tous les paragraphes qui faisait appel à la nécessaire modification des statuts du syndicat pour que la CDC puisse adhérer, ont été retirés dans le projet de convention. Également, comme vous le voyez ici, il n'y a plus donc le renouvellement, etc. et l'adhésion qui est proposée. C'est simplement donc pour assurer la continuité du service jusqu'à la fin jusqu'au 31 décembre 2018, pour que les contrôles puissent se faire sur ces communes. Voilà, c'est uniquement pour la continuité du service sur ces 4 communes. C'est 5 communes, pardon. Est-ce qu'il y a des remarques? Et contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Alors, vous allez trouver qu'on revient souvent sur ces délibérations de PLU qui avaient déjà été prescrites. Donc, entre-temps, on a pris soin de demander donc une analyse détaillée à notre conseil, Maître Boissy, qui nous a fait 2 remarques concernant la rédaction de certains points. Donc, la première remarque, c'est que on avait mis qu'il y avait la création d'une adresse mail dédiée à la procédure pour permettre à la population de s'exprimer tout au long de la procédure. Et Maître Boissy nous a alerté sur le fait de tout au long de la procédure sans préciser de date précise à laquelle il fallait fermer cette boîte mail. Donc il nous a suggéré d'indiquer jusqu'à l'arrêt du projet, que cette boîte mail puisse être effective jusqu'à l'arrêt du projet. Et deuxième problématique, lorsque nous avons pris la deuxième délibération pour prendre en compte les communes d'Escoussan et de Cardan, il a été oublié d'indiquer que c'est la deuxième délibération abrogeait la première. Donc voilà, c'est 2 petits points techniques, on va dire, qui permettent de sécuriser notre délibération et qui permet donc
de ne pas s'exposer à des vices de forme par la suite. Vous l'avez compris, on est à la recherche d'une stabilité juridique maximum surtout sur ce dossier-là, dont on sait qu'effectivement, on recherche toujours, pas la petite bête, mais presque lorsqu'il s'agit d'urbanisme et de plan local d'urbanisme. Donc voilà, stabilité juridique, hein, c'est ça. Hein. Voilà. Donc dans les délibérations, c'est dans les modalités de concertation qu'on retrouve ces deux précisions-là. Voilà. Il y a des remarques sur cette première délibération, puisqu'on va avoir la même chose sur le règlement local de publicité intercommunale à la suite. Vous reproposez de rajouter dans les objectifs poursuivis, dans le développement de l'habitat, accentuer l'effort de production, de réhabilitation et de diversification de l'offre d'habitat. Et la commune de Loupiac souhaiterait qu'on précise, à loyer modéré notamment, sans objectif de pourcentage, mais d'insister que le logement que l'on souhaite soit accessible aux habitants du territoire. Et la deuxième remarque, c'était que sur la modalité de gouvernance, quand on dit que, comme préalable indispensable à la construction du document, qui est que les élus, les techniciens des communes puissent prendre toute leur part au processus d'élaboration, on souhaite on précise que les habitants aussi soient associés à ce processus d'élaboration. Alors sur le premier point, je pense que tout ça avait été débattu en conférence intercommunale des maires, que la conférence intercommunale des maires s'était positionnée très clairement et n'avait pas souhaité donc modifier le contenu de l'élément que vous souhaitez rajouter. Et ensuite, concernant la gouvernance, je pense que le grief que vous nous faites ne tient pas, parce que dans les modalités de concertation, il était clairement explicité que les objectifs de la concertation sont de permettre à tout et à chacun, et ce tout au long de la procédure, d'avoir accès à l'information, d'alimenter la réflexion et de l'enrichir, de formuler des observations et des propositions, de s'approprier le projet de territoire. Et dans le cadre du marché de l'appel d'offres, il a été prévu de nombreuses réunions publiques et des échanges avec la population, et donc toutes ces modalités de concertation, ainsi que l'adresse mail dédiée, va dans le sens de recueillir donc tous les avis et de tout le public. En fait. La petite remarque, c'est qu'à l'endroit où c'est placé, vous indiquez à la fin que les élus, les maires et les techniciens des communes sont dépositaires de la connaissance locale de leur territoire. Puisque les habitants ne sont pas associés à ce petit paragraphe, ça veut dire que les habitants ne sont pas dépositaires de la connaissance locale de leur territoire. Ce débat, c'est sémantique, mais ce débat, on l'a eu à l'Assemblée des maires, M. Cholon. C'est juste pour réexpliquer pourquoi mais c'est vrai qu'effectivement, il n'y avait pas la caméra. Donc effectivement, là, avec la caméra, effectivement, on pourra effectivement savoir ce que vous n'étiez pas d'accord avec nous à l'Assemblée des maires, mais que l'Assemblée des maires s'était prononcée démocratiquement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Est-ce que je peux passer au vote là-dessus? Et contre cette délibération, M. Cholon, qui s'abstient, je considère que le reste de l'Assemblée est pour RPI. Bien, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, donc c'est exactement la même problématique. Donc, il faut donc repréciser que les adresses mail s'arrêtent au moment de l'arrêt, voilà, jusqu'à l'arrêt du projet. C'est dans le cadre de la modalité de concertation. Donc là, on prend les mêmes, on recommence sur les conseils de notre stabilité en ce qui concerne ces documents, c'est très très important. Qui est contre cette délibération? Monsieur Cholon. Qui s'abstient? Je considère que cette délibération a été adoptée à la majorité. Merci. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Ah, je vais peut-être... Attends. Je commence, si ça ne vous dérange pas. Une intervention, vous faites noir. Une petite information concernant la contractualisation du syndicat Sud-Gironde, du syndicat mixte avec la région. Il y a une réunion cet après-midi. Donc il y a un processus de contractualisation qui se réenclenche. On vous avait sollicité à plusieurs reprises pour le contrat de ruralité, enfin préalablement pour la contractualisation région, ensuite pour le contrat de ruralité qui n'est pas abouti. Là, à nouveau, la région ayant fusionné, ayant modifié ses règlements, étant elle aussi en train de se mettre en œuvre et démarrer donc de nouveaux processus de contractualisation.
Nous travaillons à l'échelle des communautés de communes et avec le syndicat mixte à un nouveau projet de contractualisation. Donc on a fait un travail technique qui était de reprendre les projets qui étaient déjà identifiés. Hein, on ne va pas vous ressolliciter là-dessus. Donc maintenant, il s'agira de faire un petit sondage en vous relançant le projet, le tableau des projets, pour éventuellement que vous le complétiez s'il y avait non pas des oublis, parce qu'a priori c'est ce qui avait été repris et identifié comme éligible à l'époque, et s'il y a des rajouts éventuellement, des nouveaux projets qui pourraient rentrer dans les axes éligibles de cette contractualisation. En date là, du 18 avril, vous avez été destinataire d'un courrier du président du conseil départemental concernant la lutte sur les moustiques. Ce courrier suggérant que cette approche soit faite au niveau de l'intercommunalité. Donc je voulais savoir où en était la réflexion et si vous aviez avancé sur le sujet. On n'a pas vraiment avancé sur le sujet. C'est vrai qu'effectivement aujourd'hui, la Gironde est touchée par les moustiques. C'était adressé aux communes, à la communauté de communes. Je ne sais pas si ça a été adressé. Si. Bon, voilà. Non, on n'a pas bougé par rapport à ça. Chacun dans nos communes, on en fait moi personnellement, j'ai pris les dispositions nécessaires pour avertir la population et faire en sorte que... En fait, concrètement, il n'y a que 2 communes sur le territoire qui payent aujourd'hui sur le programme de démoustification qui sont Pujol et Budos. Il y a une participation financière sur un syndicat qui intervient sur le traitement des moustiques. Enfin, regardez votre courrier parce que depuis le 18 avril, c'est pas bien de ne pas lire son courrier. Merci. Moi, c'est pas une question, c'est juste une information pour vous dire que vous êtes tous invités à la fête du feu à Loupiac samedi. Merci beaucoup. Alors, n'oubliez pas, s'il n'y a pas d'autres questions diverses, n'oubliez pas surtout d'aller voir Laurine qui tend la main derrière pour que vous puissiez signer avant de partir. Merci.